nostalgie. Bien, bonjour à vous, bon réveil à toutes et à tous. Nous sommes le mardi 9 février. Merci à vous de nous être fidèles depuis chez vous, où que vous soyez. Tout comme chaque matin, eh bien, le bonjour d'Algérie débarque chez vous avec toute l'équipe de la matinale. On vous a concocté un très joli programme pour ce matin. Tout d'abord, eh bien, il s'agira d'environnement avec Rahim Abdelaziz qui viendra nous parler d'une nouvelle zone humide du côté de Bourj Bouarerij. Vous verrez, il y est allé, il est revenu avec de très belles images que nous allons évidemment découvrir ensemble tout à l'heure. Dans la rubrique Talent et mémoire avec Djawdet Gessouma, eh bien, qui nous fera l'éloge d'une écrivaine, pas n'importe laquelle, une écrivaine d'exception, Djemila Debech, une femme de plume et d'action, engagée pour les droits des femmes, un parcours exceptionnel qui mérite bien le détour. Notre premier invité, Amor Mesroud Nasser, un guide touristique, organisateur d'événements culturels. Son champ d'action, eh bien, c'est la mythique Casbah d'Alger. Ce sera notre espace découverte en cette matinée. Et puis dans la rubrique pédagogie, on reviendra sur l'hyperactivité chez les enfants. Vous verrez, il existe beaucoup d'idées reçues sur la question. Fela Abraz viendra nous éclairer sur le sujet. Notre dernière invitée, eh bien, une véritable passionnée de l'environnement aussi. Elle s'appelle Zineb Machiach, au sein d'un collectif de bénévoles, eh bien, elle mène des actions de sensibilisation, de préservation, de lutte pour l'environnement. Sur le terrain aussi, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est les nouvelles du temps avec Amel Aribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Le premier journal météo de la journée, c'est toujours comme plusieurs matinées avec vous, Amel. Bonjour Nour, ça va? Comment ça va? Oui, ça va, tout doucement. Tout doucement, oui. J'imagine. C'est le cas de le dire. Oui. C'est à vous. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, en ce début de matinée, on aura de la brume sur pratiquement l'ensemble des hauts plateaux, les vallées de l'ouest, le centre et l'est du pays. Puis le ciel deviendra voilé tout au long de la journée sur pratiquement tout le nord. À noter des vents assez forts, parfois les 60 km/h sur les côtes ouest, centre et est du pays. La moitié sud, excepté quelques voiles, l'extrême sud, le Égard et le Tassili. Ailleurs, eh bien, le soleil sera bel et bien au rendez-vous. Les températures, quant à elles, eh bien, elles accuseront une légère hausse par rapport à hier. Météo Algérie a prévu 24 degrés le maximum du côté de Tlemcen, 23 Oran également à Alger, 20 degrés à Annaba, 21 Tizi Ouzou, 19 degrés Constantine Djelfa, 18 à Al-Bayad, 13 à Batna, au sud 22 degrés Biskra Béchar, 24 à Gardaya, 25 Tamanrasset et Janet, 27 Tindouf et Insalah et enfin 33 degrés le maximum Borj Bidjimkhtar et Ingzem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, des vents qui vont souffler entre 20 et 40 km/h sur les côtes centre et est de secteur ouest à sud-ouest et 30 à 50 km/h sur les côtes ouest de secteur sud-ouest. Et on va faire un petit tour cette fois-ci vers l'Afrique du Nord où le ciel restera passagèrement nuageux du côté du Caire, peu nuageux à Tunis, mais un temps nuageux et pluvieux à Rabat. Le ciel restera aussi passagèrement nuageux du côté de Nouakchott. Ailleurs, le soleil brillera de tous ses feux. Côté Mercure, eh bien, on relèvera 18 degrés à Rabat, 23 à Laayoune occupé, 21 degrés à Tunis, 23 à Tripoli, 29 degrés au Caire et Nouakchott, 36 à Niamey, 33 degrés à Khartoum en passant par un maximum de 37 degrés du côté de N'Djamena. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Amel Aribi, merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions météorologiques. On vous retrouve après le journal de midi et 19h. Comme toujours. Merci beaucoup. Merci. Et c'est en musique qu'on entame votre matinée du bonjour d'Algérie avec du folk, du rock, même de la pop, avec Cat Stevens et son titre Father and Sons. C'est sur Canal Algérie. Le moment passé sur Canal Algérie, c'était Father and Sons de Cat Stevens. Et on parle à présent environnement avec Rahim Abdelaziz. Bonjour. Bonjour. Non. Comment ça va? Ça va très bien. Toujours en forme? Toujours. Très bien. Alors, vous êtes venu nous parler ce matin d'une nouvelle zone humide. Tous les mardis, on y a droit à une. Souvenons-nous,
on est passé par la zone humide de Ramsar Oui. au sud d'El Alma. Cette fois-ci, on passe au nord-ouest de cette même région, c'est-à-dire pour atterrir dans la zone lacustre de Ain Zada. Ain Zada qui se distingue par rapport à celui de Bazar par ses eaux douces D'accord. et sa riche biodiversité avifaunistique. Et donc une zone humide qui se trouve au niveau de la wilaya de Bord Bouarerich, entre Sétif et... Elle s'étend sur deux wilayas différentes, à savoir celle à l'ouest de Borj Bouarerich et vers l'est, Ain Zada touche les territoires de Sétif. Donc une zone humide d'importance internationale, mais dites-nous en plus sur cette zone humide. Qu'est-ce qu'on y trouve? Cette zone humide, à la différence de celle de Bazar, jouit d'eau douce. Et c'est un site, au départ, ce fut une zone lacustre qui a été transformée en barrage, qui est alimentée essentiellement par les précipitations pluviales par le biais de Oued Bouslem. Oui. Oued Bouslem qui aide énormément au remplissage de cette zone humide. Donc, À la différence de Basel, celle-ci accueille justement des oiseaux marins, tels le goéland de l'Ophée. d'accord, donc c'est la même famille que du goéland, quoi. Il y a plusieurs C'est le variétés. goéland. C'est le goéland, lui-même, en personne. Et pour des raisons qu'on a découvert par la suite. C'est-à-dire nos franges côtières souffrent énormément de l'absence de ressources halieutiques, les poissons. C'est pour ça qu'ils se sont rabattus sur cette zone humide qui n'est qu'à une quarantaine de kilomètres des côtes algériennes, Bjaya et Gigi. D'accord, donc vous le disiez, Rahman Aziz, donc il s'agit d'un barrage qui a une double vocation, à savoir eh bien, l'alimentation en eau potable des wilayas de Sétif et Borj Bouarerich et aussi l'irrigation. Donc ce barrage est considéré comme l'un des plus importants en Algérie. Et malheureusement, les sécheresses répétées ont induit des problèmes, notamment ceux liés à l'absence de remplissage de cette zone humide. Malgré les pluies qu'on a reçues cette année, le barrage n'est rempli qu'à 13%. Qu'à 13%. Et c'est peu. Et pourtant, il a pu accueillir, on a pu dénombrer la présence d'oiseaux migrateurs. D'accord. Est-ce que c'est une zone qui est inscrite, qui est classée Non. sur les sites, sur la liste des sites Ramsar ou pas? Plus maintenant. Elle n'a jamais été retenue en tant que telle, mais elle obéit à des critères retenus par la Convention Ramsar. Oui. Je rappelle que l'Algérie est signataire des accords Ramsar. L'Algérie en fait c'est une partie. ville iranienne en Iran, oui. où on a ratifié des traités justement pour sauvegarder, préserver et protéger des zones humides à l'échelle planétaire. Très bien. Et je pense qu'on a un extrait de votre documentaire, donc qui est en cours de réalisation. En image, on va percevoir de près ces D'accord. Il y a des phénomènes. espèces en voie de disparition, des espèces animales? Non, non, non. Non, pas du tout. Non. Je ne sais pas si on peut la voir. Extrait de votre documentaire qui est en cours de réalisation. On regarde tout de suite. Au nord-est de Borj Bouarerich s'étend la zone humide de Ain Zada. Il s'agit d'un barrage aux eaux douces. Ain Zada constitue un habitat pour une riche avifaune sédentaire et migratrice. Les forestiers locaux procèdent au dénombrement annuel des oiseaux. Les oiseaux existants dans le barrage de Ain Zada, pour l'année 2020, on avait recensé 20 différentes espèces et plus de 10 000 individus. Les espèces présentes dans le barrage de Ain Zada, on a les anatidés, les ralidés et spécialement, on a aussi remarqué la présence du goéland locofé et du grand cormoran, d'où la présence des poissons. Les forestiers marquent la présence d'un héron cendré et celle exceptionnelle de quelques flamants roses juvéniles.
Là, il s'agit du colvert, du canard souché et celle des avocettes. La commune de Ain Tagrot englobe une superficie de 1300 hectares. 800 hectares sont peuplés de pins d'Alep et de tamarix qui ceinturent le barrage de Ain Zada. Le plan d'eau affiche un remplissage estimé à 13% de sa capacité globale. La zone humide de Ain Zada souffre d'un très bas taux de remplissage et ce, à cause du manque de précipitations. Les forestiers restent optimistes quant à la présence en nombre d'une riche avifaune, notamment migratrice, et celle fréquentant la mer, à l'image du goéland de Kofé et celle du grand cormoran. Il est important de signaler qu'il faut préserver ces zones humides qui sont un écosystème, des écosystèmes fragiles pour justement la préservation de toutes ces espèces animales qu'on a vues, Rahim. Le barrage de Ain Zada remplit bel et bien un double rôle, celui de l'irrigation, son exploitation par les riverains, notamment les agriculteurs, et il remplit une autre fonction naturelle, celle d'accueillir une foule d'oiseaux, plus particulièrement migratrices, et celles issues de nos côtes, tels le cormoran, le grand cormoran et le goéland, qui viennent pour justement s'alimenter, nidifier et se toiletter. C'est une halte pour eux, donc d'où la nécessité de la préserver. Donc une zone humide très riche en végétation, mais aussi en avifaune. Qu'est-ce qu'on sait du climat et de la météo? Cette région jouit d'un climat subhumide à humide. D'accord. Il ne faut pas oublier qu'on est à quelques trentaines de kilomètres à vol d'oiseau de nos côtes, celle de Bjaya et de Djijel. La barrière des monts des Babors sépare cette zone humide de la côte méditerranéenne algérienne. Est-ce qu'elle attire des gens, des touristes peut-être des chasseurs et notamment des bracoliers. Oui, c'est un problème récurrent qu'il faut coûte que coûte bannir, dans la mesure où le braconnage est des plus nuisibles à cette avifaune. Il est puni par la loi également, c'est le cas de le dire. Il est sévèrement puni, mais on n'y peut rien contre des braconniers, surtout en période d'hiver. Et c'est une région qui subit des enneigements conséquents. Oui. Et les braconniers sont programmés pour chasser en ces temps hivernaux. Très bien, merci Rahim Abdelaziz, merci. Je vous dis à mardi prochain, j'espère. Zone humide escale où la prochaine fois? On ira justement, si ça sera une première, visiter un monument, un mausolée à Borjardir, c'est-à-dire au sud de Sétif et Borj Bariri. Vous y étiez il y a 2 semaines, je pense que vous êtes aussi revenu avec des extraits, on aura aussi des images, comme toujours. On essayera d'en avoir. Merci beaucoup. Un petit VTR pour agrémenter notre matinée. Comme tous les mardis. Merci Rahim Abdelaziz, merci beaucoup pour tous ces détails. Allez, place à présent votre rubrique Souvenirs. Il était une fois dans le Bonjour, Sabrina Khalifi nous a sélectionné l'extrait d'un passage d'un Moudjahid, professeur d'ophtalmologie et écrivain. Vous verrez, il a plusieurs facettes. Il s'agit de Messoud Djenas. Regardez. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. En 62, pour toute l'Algérie, nous étions 15 ophtalmologistes, pas plus, alors qu'aujourd'hui, il y a 1500 ophtalmologistes. Exactement. Bon, nous étions 15, donc la tâche était difficile. Oui. C'était difficile. Il y avait le professeur Chiche qui était le premier professeur algérien, et puis nous étions, nous, quelques-uns à l'hôpital Mustapha, d'abord, et puis ensuite, je suis parti à Brimessous, et ainsi de suite. Et d'autres sont partis ailleurs. Il y en a qui sont partis à l'hôpital, l'ex-hôpital Parnay, l'actuel Fils Ahmoud, d'autres à Babeloued, et d'autres à Oran, ainsi de suite. Voilà, vous avez étudié. Nous étions vraiment une petite poignée. Une petite poignée. Et aujourd'hui, vous avez donc été formé, vous avez donc beaucoup étudié étant jeune, et puis vous avez été très vite sensible à la cause donc nationale.
Ben oui, c'était l'époque. Hein. Cette époque, c'était après le débarquement des Alliés, là, en 1942. Et puis en 1943, il y a eu l'essor du mouvement nationaliste. Et puis Bellecour, moi j'étais à Bellecour. Hein. Bellecour, c'était un des secteurs d'Alger où il y a eu véritablement un essor du mouvement national. Hein. Voilà. Bellecour, Casbah, Bab el Oued, etc. C'était un des principaux fiefs secteurs où le mouvement national s'est développé. Voilà. C'était là où il y avait Mohamed Belouzed, qui est bien connu, qui est entré dans l'histoire, Ahmed Bouda, et ainsi de suite. D'ailleurs, vous citez de nombreux noms dans votre ouvrage. Ce n'est pas le premier, comme je l'ai dit, mais celui-ci, vous avez voulu le dédier à un grand ami à vous, et justement, qui nous a quittés, malheureusement, trop tôt, et pourtant, il a énormément apporté pour l'Algérie. C'était un grand monsieur. C'est Ahmed Arwa, donc le docteur Ahmed Arwa, mon ami. Vous lui avez consacré cet ouvrage où, à chaque fois, donc, dans tout ce livre, vous décrivez un homme donc, de la société algérienne, un médecin, un sociologue, un artiste, un homme de culture et un islamologue aussi. De grande culture. De grande culture. De grande culture et il vivait au quotidien les valeurs morales qu'il diffusait dans ses conférences ou dans ses écrits. Il les vivait au quotidien. C'était un homme extraordinaire, un homme que je n'ai jamais vu. Et même pas une seule fois en colère, je ne l'ai jamais entendu dire du mal de quelqu'un, je ne l'ai jamais entendu critiquer quelqu'un. Quand il formulait un avis, même critique, il le faisait avec modération et de façon tout à fait humaine et intelligente. Donc ça, c'est un témoignage. Le professeur Messoud Djenès, qui est âgé aujourd'hui de 96 ans, à qui on passe évidemment le grand bonjour. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et ses romans, Réflexions aussi parus aux éditions Casbah Éditions. Transition toute faite pour parler d'une autre écrivaine, Djamila Debache, et pour nous en parler ici présent avec nous, Djawdet Gessouma, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. J'ai l'impression que vous vous reteniez à rire. Non, non, j'apprécie, vous êtes rayonnante, bien, j'allais dire c'est ma tête qui vous fait rire. Voilà. Alors, Djamila Debache, journaliste à la radio, auparavant, il fut un temps, conférencière, militante des droits de la femme, éducatrice, écrivaine ou encore essayiste. Elle a fait beaucoup de choses. Première romancière algérienne, une femme de poigne. Oui, une femme de poigne, vous avez tout à l'heure dit que c'était une femme d'exception. Effectivement, c'est une femme d'exception. Maintenant, c'est une femme d'exception, plus pour les débats qu'elle a instaurés à l'époque. Il faut dire que dans les années 40, c'était pas évident. Peut-être que même d'ailleurs aujourd'hui, c'est pas encore aussi évident que ça. Et Djamila Debache est vraiment un ovni, mais un ovni vraiment omniprésent dans la sphère culturelle et littéraire particulièrement algérienne. Elle est considérée comme une des pionnières de la littérature par deux romans qu'elle a écrits. Leila, jeune fille d'Algérie en 1947, et ensuite Aziza, un roman écrit en 1955. Donc elle est considérée comme une des premières romancières algériennes. Parce que on confronte la naissance de ce roman avec celui de Taous Amrouche, qui était Jacinthe Noire, mais qui était paru avant, mais qui était paru en France. Oui. Donc du coup, Djamila Debache est considérée comme étant la première romancière algérienne, parce que son roman est paru en Algérie, son premier roman. Donc elle est née le 30 juin 1926 à Sétif, plus précisément à Enoulman, un peu plus au sud de Sétif. Née présumée? Oui, il y a déjà d'abord déjà sa naissance, ça fait déjà. On a dit que c'est une femme d'exception par la charge de tous les débats littéraires, émotionnels, journalistiques et autres qu'elle a créés. Oui. C'est un personnage qui n'est pas très présent dans notre histoire littéraire
par la qualité nécessairement de son écriture, qui était assez convenue, classique, élevée à l'école occidentale. Donc ces textes étaient vraiment, parce qu'on dit qu'elle voulait vraiment être l'égale des Français, en leur disant que voilà, nous sommes algériennes et nous pouvons être vos égales en quelque sorte, c'est ce qu'elle voulait dire. Donc elle a tout fait pour justement étudier, elle était destinée à faire des études de droit, mais elle se retrouvait à être journaliste parce qu'on lui a demandé de faire une émission sur les femmes musulmanes. Et donc voilà, donc elle a fait ça, elle a parlé d'émancipation des femmes, sauf qu'elle s'est mise à dos tous les traditionnalistes, et donc le premier débat où c'était un peu mal vu à l'époque, d'insister sur l'émancipation des femmes, sur l'alphabétisation, toutes ces choses-là. Donc il y a beaucoup de travaux, puisqu'elle a toujours été mise avec les écrivaines qui ont commencé. Donc elle a souvent été mise, pas en confrontation, mais en face de Taous Amrouche, d'abord pour Jacinthe Noir, et ensuite les romans La soif et les impatients de Assia Djebbar, où on dit qu'il y a une écriture comme ça un peu, on a vu ça d'une manière périphérique, en disant qu'elle fait partie de ces premières écrivaines, outre le fait qu'elle n'ait pas eu une qualité transcendante dans son écriture, comme je le disais, puisque on considérait son écriture comme étant convenue, un peu classieuse, voilà. Et on lui reproche aussi ce côté un peu bourgeois qui l'a caractérisé, puisqu'elle avait, entre guillemets, tous les moyens d'aller en vacances, tous les moyens de travailler, d'être émancipée. Contrairement aux autres femmes. Contrairement aux femmes qu'elle défendait, qui, elles, étaient laissées pour compte par la tradition. Donc elle a réussi quand même à instaurer ce débat où elle est sortie de la collectivité traditionnaliste pour aller vers l'individualité justement de ces femmes et d'imposer un débat. Souvent les traditionalistes, même les scouts musulmans par exemple, de qui elle avait demandé l'aide pour justement ces questions d'alphabétisation, de femmes, de travail, tout, l'ont un peu lâché en cours de route. Mais il n'empêche que, par exemple, on lui a reproché de se faire naturaliser française, alors qu'elle, elle disait, j'avais déjà mes papiers et je ne me suis pas faite naturaliser. Enfin, il y a tout un ensemble de débats. Et donc, les débats, il y a eu un travail sur elle fait par Aïcha Kassoul, par Awisha Allak, par l'université Constantine Zoubida Belarouek. Donc on va trouver tout un corpus qui la concerne, parce qu'elle a travaillé vraiment sur beaucoup de sujets. Elle a beaucoup édité, elle a édité beaucoup d'essais, et elle a fait 2 romans qui restent quand même inscrits dans l'histoire de la littérature féminine algérienne. Malgré le fait qu'elle reste quand même mal lue, méconnue. Oui, mal lue, méconnue, mais il y a beaucoup d'essais monographiques, de travaux sur elle, malgré tout. Elle est mise, et on travaille plus sur ce qu'elle a fait, sur son parcours de vie, sur ce qu'elle a fait comme travaux, comme elle a participé à des colloques et tout. Donc il y a Achour Chourfi dans son dictionnaire biographique Mémoire algérienne, paru aux éditions d'Ahla 96, en page 304, il a fait un entretien. Dans cet entretien, c'est-à-dire il a profité, lui, d'un entretien qui l'a concerné, où elle remet quelques vérités sur son parcours. Donc c'est très intéressant cet entretien. Il sera repris par Christiane Cholet-Rachaud, qui va faire un travail assez long en 2013, qui va parler d'elle, qui va un peu lui reprocher le fait qu'elle ait plus défendu les femmes et une certaine culture occidentale que les militants, par exemple, nationalistes de son époque. Oui. C'est vrai qu'elle a plus été, et je pense que, bon, d'ailleurs, on pointe un peu son attitude bourgeoise, sa démarche, pour ça. C'est-à-dire qu'elle a très peu défendu les nationalistes de l'époque. Au contraire, non seulement elle n'a pas les défendus, mais elle les a un peu égratignés. Donc c'est ça un peu aussi qu'on lui reproche dans ce débat fulgurant qu'elle a imposé. C'est important de dire qu'elle était orpheline très jeune. Elle était orpheline très jeune. Son père était un nationaliste. Il était très traditionnaliste, très porté sur la tradition musulmane. L'ironie du sort a voulu qu'elle soit élevée par ses grands-parents, un peu des propriétaires terriens, un peu
entre le sud et le nord, où après elle va atterrir à Alger jusqu'à l'âge de 16 ans, où elle va faire des études, donc elle va baigner un peu dans cette atmosphère. Elle n'est pas née avec une cuillère d'argent, mais presque dans la bouche. Donc toutes ces choses-là vont instaurer un débat. Mais après, elle va être défendue, pardon, elle va être défendue par Karim Aswan, qui est professeur de littérature française à l'université d'Alger 2, qui lui va mettre beaucoup plus de nuances dans son analyse. Ce qui fait que nous, quand on va étudier cette personne qui a vraiment instauré un débat très vif, qui dure jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui concernent son œuvre et son parcours, et donc vous aurez l'opposition de tous ces chercheurs qui vont travailler sur elle. Et le mérite est qu'elle a imposé justement le débat. Ça a été une femme libre, une femme émancipée. Et aujourd'hui, avec le temps, on doit la voir justement froidement et d'une manière plus... Parce qu'elle fait partie de l'univers littéraire algérien, avec Taoussa Amrouche, avec ces pionnières qui ont beaucoup travaillé sur la littérature algérienne. On pourra peut-être lui reprocher des choses. Avons-nous d'abord le droit? Mais d'un autre côté aussi, elle a une portée quand même documentaire, sociale, sociologique très importante dans l'univers littéraire féminin algérien. Alors, est-ce qu'elle disait toujours ne pas avoir l'intention qu'elle méritait? Elle disait, j'ouvre les guillemets, je suis une oubliée de l'histoire. Oui, c'est une de ses phrases les plus Est-ce que ces ouvrages sont disponibles aujourd'hui en librairie? Très peu disponibles. Vraiment, je pense que... Elle a raison quelque part. Oui, non, à ce niveau-là, elle a raison, mais pour les raisons que j'ai données, c'est-à-dire qu'elle a instauré... elle a été, je n'aime pas le mot controversée, puisqu'elle n'est pas, entre guillemets, controversée. On ne la remet pas en cause. Voilà, c'est pas son parcours qui est remis en cause, parce qu'on parle ici de littérature. On ne pourra pas, c'est-à-dire que peut-être qu'elle est venue trop tôt, elle a parlé trop tôt, peut-être qu'elle a été influencée trop tôt par ce côté un peu occidental, ou même elle voulait être, et elle a pu être d'ailleurs au niveau de tout. Il y a eu par exemple beaucoup d'écrivaines juives, pieds noirs, françaises, qui ont écrit à son époque et qui ne sont pas restées nécessairement dans l'histoire. Elle a instauré, elle a réussi quand même à être justement dans ce débat à un niveau très élevé. Mais maintenant, on lui a reproché, comme j'ai dit, pas ses accointances, mais son inclination à être un peu trop, à vouloir être trop émancipé. Peut-être que les débats étaient arrivés un peu trop tôt. Mais question littérature, je le disais, elle n'a pas ces romans. Peut-être qu'elle parlait d'aliénation du patriarcat, mais quand on lit ces deux romans, on va voir que justement c'est toujours le destin d'une fille qui va être transposé du côté traditionnaliste vers un côté un peu moderniste. Finalement, l'image du père ou l'image du mari idéal est toujours une image un peu occidentalisée. Oui. Donc finalement, peut-être qu'elle a été aussi aliénée par cette notion du patriarcat plus juvénile. Oui. Donc elle est passée, si vous voulez, de Carib dans Scylla, où elle a dénoncé quelque chose, mais dans son œuvre, on voit que finalement, elle retombe sur... Finalement, c'était le destin d'une femme qui va se marier, alors que, bon, elle défendait, elle, cette émancipation par l'éducation, la culture, en précisant même dans ses émissions que même la sunna ou la sira prophétique mahométane disait que rien n'empêche l'évolution des femmes. Oui. Elle défendait ce point de vue et c'est quand même intéressant. Donc un personnage très intéressant. On se loin dans toutes ces références, toutes ces informations qui sont de taille hein, pour une écrivaine. C'est le personnage qui nous impose ça. Voilà. Alors, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous avez deux images. Oui, avant ça, j'ai déniché un petit truc, permettez-moi de dire ça. Bien sûr. J'ai une revue qui est parue au ministère de la Culture dans les années 80. Celle-là, elle date précisément de 1982. Et ça parle justement de l'écriture féminine. En langue arabe. En langue arabe, donc c'est Ahmed Douran qui nous a produit As-Sawt Nisa'i fil Adab al-Jazairi al-Mu'asir.
Donc c'est un joli petit livre qui parle de Zhoronissi, de Zulekha Saoudi, Jamila Zennir, Ahlam Moustaghanmi, Khaira Berdoud, Zeynep Laouj, qui sont vraiment aussi des dames qui, par leur écriture, ont une présence formidable sur la scène culturelle algérienne, parce qu'elles ont il y a aussi Rabia Djelti, et c'est assez intéressant comme ouvrage. C'est une petite perle qu'on a dénichée, ça coûte 5 dinars d'ailleurs. Je tiens à préciser que ce livre, bon, je justifie son état, vous l'avez trouvé. Oui, il est déniché, il est plein de tâches, mais c'est une belle petite... un beau petit trésor, ce qui nous permet de situer dans les années 80 une écriture, une écriture féminine assez puissante et assez belle. Donc il y a aussi l'image. Non, d'abord, vous êtes impatient de voir l'image. Oui, j'aimerais avoir vos commentaires. Non, entre-temps, il y a une association de jeunes filles, animées par des jeunes filles du côté de Yakouran sur les hauteurs d'Azazga, qui nous a beaucoup intéressés. Et c'est l'image du jour. J'avais un truc avant à vous dire, mais bon, c'est pas grave. Vous le direz après. Je le dirai après. Donc, qui a fait la boîte à livres et c'est un petit espace dans lequel tout le monde peut mettre des livres, en retirer d'autres, et un échange. C'est tellement simple que ça en devient génial. Donc, tous nos hommages à tous ces personnes qui font du livre, de la lecture, qui mettent de la poésie dans notre quotidien, qui mettent de la beauté, qui mettent des échanges, de la fraternité, de la convivialité. C'est très intéressant. Pour terminer, donc, j'informe tous ceux qui ont une belle plume, tous ceux qui veulent participer au prix Mohamed Dib, qui est quasiment le prix le plus prestigieux de littérature algérienne, en tamazight arabe et français. Donc ils peuvent, ça depuis une semaine, on a célébré, d'ailleurs, pour le prix Asia Djibbar, on a célébré le 6 février l'anniversaire de son décès. Et donc là, il y a le prix Mohamed Dib, donc c'est l'association de la Grande Maison de Mouchouar de Tlemcen, qui a ouvert depuis une semaine la compétition pour ce prix prestigieux. Donc vous pouvez déposer vos œuvres avec la couverture scannée du roman, c'est très important. Vous avez jusqu'au 7 janvier 2022 pour présenter vos travaux. Quasi une année. Oui, je pense que c'est aussi avant pour que avant 20h, nos amis de la régie nous le précisent. Avant 20h, ça nous a, c'était d'ailleurs une private joke en coulisses. Donc avant 20h, le 7 janvier 2022, vous avez donc quasiment une année pour présenter vos romans et postuler. Vous en ferez partie? Pourquoi pas? Un roman sous le feu, probablement, oui. Très bien. Djed Ghesma, vous êtes tellement sympa que vous allez rester avec nous. Non pas que je vais faire des problèmes avec vos autres collègues, mais restez avec nous. On va du côté de la Casbah d'Alger, au sein de la mythique Casbah d'Alger, pour vous donner cette fois quelques ficelles pour la visiter en bonne compagnie. Et on a via Skype avec nous Amor, Monsieur Nasser, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien. J'ai bien vendu vos services ou pas? Pour être plus précis, on fait des sorties. Oui. La spécificité de nos sorties, c'est les tenues traditionnelles. D'accord. Alors vous êtes l'organisateur. D'accord. Vous êtes l'organisateur d'événements à la Casbah d'Alger. Vous êtes une sorte de guide, mais vous avez une manière assez originale de faire découvrir ce lieu, donc via les femmes qui sont habillées d'habits traditionnels. Voilà, exactement. D'accord. Alors j'imagine qu'avec le confinement et la pandémie, voilà, quand on dit pandémie, c'est forcément mondial. Eh bien, il n'y a pas eu beaucoup de travail pour vous? Au contraire. Au contraire. Vu que les frontières sont fermées, oui. Alors les Algériens se penchent pour le tourisme local. Ils préfèrent visiter leur pays parce qu'ils ne peuvent pas voyager. Oui. Les frontières sont fermées, vu la pandémie, comme vous l'avez dit. Oui. Donc ils préfèrent visiter, par exemple, la Casbah ou
ou d'autres lieux historiques de notre pays. Alors, comment vous êtes adapté justement à cette situation? Ben, on fait avec. On respecte les mesures sanitaires, la distanciation. Vous pouvez le voir, vous allez nous côtoyer le samedi, Inch'Allah. Oui. Vous pouvez voir qu'on respecte toutes les mesures sanitaires. D'accord. Bon, je pense que, vu que vous le dites, hein, vous avez eu plus de travail que prévu, peut-être parce que dû à la fermeture des musées, des théâtres, les gens se sont peut-être réorientés vers ce genre de sortie? Exactement. Mais dernièrement, les musées ils sont réouverts. Ça nous a un peu aidé. Oui, mais quand c'était fermé, c'était... Oui. D'accord. Oui, quand c'était fermé. Alors, d'après ce que j'ai vu sur votre page Facebook, vos virées au sein de la Casbah sont très animées. On a même droit à des dégustations de thé avec des entremets aussi. On fait des pauses. On fait des pauses pendant la pause déjeuner. On fait des repas traditionnels. Parce que les gens, ils veulent vivre ce que vit un Algérois, ce que vit un Kasbati dans sa journée. Donc on fait le tout. On fait la visite, avec le déjeuner, on fait la qada, avec une pause de thé. Des fois, avant la pandémie, on faisait des qadat. La qadat avec un orchestre, tabi. Ah, c'est sympa ça, c'est sympa. On aimerait y être avec vous. Alors, vous parlez de qadat, il y a aussi vous parlez d'habits traditionnels également. Il y a des séances d'essayage aussi pour le haïk, pour d'autres habits traditionnels de la femme? Bien sûr. Une fois rentré dans les musées, dans les douira, oui. Les femmes, même les hommes, même pour les hommes, on a des habits traditionnels pour les hommes, oui. Mais généralement c'est les femmes qui aiment se prendre en photo et tout. Oui. On a des haïk, on a des kakou. Ils le prennent en photo, on fait une séance de shooting. Ils font Très bien, d'accord. Alors, vous jouez un rôle également hein, dans le développement du tourisme comme vos confrères guides. Est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour le tourisme intérieur, pour les sites et vestiges algérois? Notre initiative a pour but de promouvoir l'Algérie à travers la Casbah. Parce que la Casbah, c'est le miroir de l'Algérie, qu'on le veuille ou non. Les touristes étrangers, quand ils viennent, la première chose qu'ils demandent, c'est la Casbah. Même pour les Algériens. Le film La bataille d'Alger, c'est le meilleur exemple. Ils voient le film La bataille d'Alger, ils veulent revivre ces moments et ces scènes. D'accord. En tout cas, vous êtes très jeune et vous êtes déjà avec cette belle initiative. C'est très bien. Bravo à vous, Amor Messoud Nasser. Alors, les circuits, clairement, qu'est-ce que vous allez visiter à la Casbah? Il y a plusieurs endroits. Bon. La Casbah s'étend sur 60 hectares. On ne peut pas la faire dans une seule journée. Alors, on fait l'essentiel. L'essentiel, c'est les musées, comme le musée de la calligraphie arabe, qui est connu sous le nom de Dar Hassan Bacha, Dar Mustafa Bacha. On fait Dar Aziza, Dar Khdaoud Lamia, le musée Ali La Pointe, évidemment, au 5 rue des Abderra. Évidemment, bien sûr. Il s'intéresse beaucoup plus pour la bataille d'Alger que les autres musées. Que les autres. Alors, j'ai cru lire sur votre page Facebook bivouac. Où est-ce que vous allez faire du bivouac? Des bivouacs, c'est pas à la Casbah. Voilà, justement, où est-ce que vous allez? Heureusement que c'est pas à la Casbah. C'est pas à la Casbah. Donc, pour les bivouacs, on y va à Tibsda. On a Tenit El Hadis ici. On a Sharia. Ouais. Pas loin d'Alger, maximum 2 heures, 3 heures. D'accord. Alors, juste pour les bons plans hein, qu'on veut dénicher un peu à l'écran, les lieux où on peut prendre les plus belles photos à partir de la Casbah d'Alger. On peut avoir une idée? C'est le musée Mustafa Bacha. C'est le plus beau. C'est le plus beau, clairement. Vous êtes décisif. Surtout avec ça. C'est le plus beau. Son architecture est magnifique. D'accord. Et pour la baie d'Alger? Pour la baie d'Alger, on a une terrasse. On va monter sur une terrasse, on va voir toute la baie d'Alger. Magnifique. Une véritable carte postale algéroise. Alors,
Peut-être une dernière question avant de vous laisser filer à mort. Est-ce qu'il y a souvent des enfants qui viennent accompagnés de leurs parents, bien sûr, évidemment, qui prennent part à vos événements? Est-ce que vous avez remarqué un véritable engouement de la part des enfants? Il y a un très grand engouement de la part des enfants. Et pour nous, les enfants, c'est gratuit. Oh, Alors, je vous les annonce, c'est donc pour nous, ça encourage les enfants, parents c'est gratuit. Ça encourage les parents de ramener leur fils, de leur raconter. Peut-être il y a aussi des gens qui habitaient à la Casbah. Ils viennent, ils ramènent leur fils, ils vont lui dire, moi j'habitais ici, voici la maison de ma grand-mère et tout. D'accord. Merci beaucoup à Amor, Messoud Nasser. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir donné un peu les ficelles, les bons plans au niveau de la Casbah d'Alger. Et d'ailleurs, pour le bivouac, je reviendrai vers vous. Franchement, personnellement, ça m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup et très bonne continuation à vous. Continuez de respecter les gestes barrières, c'est important. Merci, merci beaucoup. Djevdet Gessouma, vous connaissez bien la Casbah? Oui, oui, j'ai un peu été élevé sur place au 24 rue Brahim Fatah. Un peu élevé. Oui, quand même. Pour ne pas dire élevé sur place. Exactement. Et j'ai une cousine artisane qui s'appelle Hakema Bouzidi, qui fait depuis plus de 30 ans, les Karakoul, Mejboud, Fetla, tout ça. Et elle a même travaillé pour le musée des arts et traditions populaires. La Casbah, c'est un esprit. J'aime pas beaucoup le mot quand on dit algérois, parce que la Casbah, c'est des Boussaadi, c'est des Mili, c'est des Djidjeliens, c'est des Biskri, et ça a été, bien sûr, Azfoun, Tigzir, tout ça. Et très peu de gens savent qu'elle a été construite par aussi des gens de Tigzir, parce que les Turcs, quand ils sont venus, ils avaient besoin de bois, et c'est de ces régions forestières, Tigzir, Tasfoun, tout, et donc après, le bois venait des montagnes, donc on le descendait sur la mer, enfin sur un bateau, et il venait. Donc on a pris aussi les gens d'Asfoun. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens comme ça, de cette région, qui sont dans... Et donc ça a développé une économie locale, c'est-à-dire c'était un peu le hammam, le gargotier, tout ça était nécessaire pour nourrir ces gens-là, pour les faire dormir et tout. Et c'est le hammamat, les dortoirs, les gargotiers, la cuisine, tout ça a développé une économie. Et la Casbah, c'est les petits commerçants, c'est les artisans, c'est ça qui fait vivre la Casbah. Qui la rend si unique. Qui la rend si unique. Et aujourd'hui, il y a une sorte de renouveau. Oui. Les métiers ont un peu disparu, mais il y a un renouveau. Vous allez trouver beaucoup de petits pâtissiers, vous allez trouver des gens comme ça, des maisons d'hôtes qui commencent à émerger, des activités comme celle de notre ami, et beaucoup d'autres d'ailleurs. Et aujourd'hui, on revient sur un autre type d'activité, mais qui rend encore cette Casbah vivante, à condition bien sûr que le site lui-même soit réaménagé par ses fonctions, par ses fonctions et par le bâti, la restauration du bâti à l'identique. On n'est pas obligé d'adopter les mêmes, si vous voulez, les mêmes matériaux et tout, mais on peut travailler à l'identique. Il y a beaucoup de travaux sur ça. Il y a des problèmes structurels de restauration qui restent et qu'on doit refaire à l'identique et prendre des décisions radicales. Voilà. Mais la Casbah est bien sûr, effectivement, un endroit mythique, c'est un peu le cœur battant d'Alger et c'est très important. Il faut y aller, il faut fréquenter, il faut faire vivre justement cette petite économie locale, tous ces artisans et tout. Et voilà. En tout cas, ce qui est bien, Djevdet, c'est que la jeune génération reprend... Ne me faites pas parler sur la Casbah si vous voulez pas que je parle de tout. En tout cas, ce qui est bien, c'est que la jeune génération reprend le flambeau. C'est admirable. On a justement un petit extrait d'une vidéo que M. Nasser nous a envoyée. Regardez, on revient juste après.
Casbah d'Alger que vous connaissez si bien. En tout cas, merci Djedre Souma. On sentait que vous parliez avec cœur, avec foi. Oui, bien sûr. C'est la Casbah, c'est la Casbah. C'est la Casbah, voilà. C'est immortel, la Casbah d'Alger. Merci également pour l'hommage que vous avez rendu à Djamila Debech, cette femme exceptionnelle de par son parcours, qui reste tout de même méconnue. Mais bon, c'est grâce à vous justement qu'on se remémore un peu. Grâce aux chercheurs aussi, beaucoup qui travaillent sur elle aussi. Hein. Aussi. Ne soyez pas modeste. Merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve mardi prochain. Avec plaisir. Sans faute pour un nouvel hommage. Bien sûr. Avec Très bien. plaisir. Merci beaucoup. Place à présent, eh bien, il y a un reportage. On revient juste après. Le palais de la princesse Khadija, Dar el-Bekri ou encore palais de Khdaouj el-Amia sont autant de noms donnés à ce monument historique niché dans une venelle de la basse Casbah, qui est un incontournable lieu de souvenirs et de méditation qui s'ajoute aux nombreux sites que compte le patrimoine culturel matériel de l'Algérie. Édifié en 1570 sur le site appelé Souq el-Jama'a, dans la basse Casbah, sur les ruines de la Zaouia et du mausolée de Sidi Ahmed Ben Ali, par un officier de la marine ottomane, Raïs Yahya. La maison n'avait pas l'allure d'un palais, mais simplement d'une grande demeure. Elle avait été acquise par Khaznaji Hassan Pacha en 1789, trésorier du roi ottoman sous l'ère du Dey Mohammed Ben Othman, qui a introduit des modifications et des extensions, lui conférant l'aspect d'un palais qu'il a offert à sa fille Khadija el-Amia. La légende de la princesse Khadija, une belle histoire, à la fois triste et émouvante. Selon la légende, Khadija a été une jeune princesse que la nature avait largement gâtée. Elle était la fille adorée de Hassan Khaznaji. On raconte qu'à force de s'admirer des heures durant dans son miroir, elle en devint aveugle. Pour lui garantir une vie décente, suite à cet handicap, son père lui acheta Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Vous suiviez tout à l'heure un reportage de Sabrina Khlefi. Donc, il s'agissait encore une fois du palais exceptionnel, celui de Khdaouj el-Amia, construit en 1570. Oui, tout ça pour vous dire à quel point la Casbah abrite de nombreux monuments historiques, intemporels, toujours à découvrir et redécouvrir. Fela Bras, bonjour.
Bonjour Nour. Alors, vous êtes là pour nous parler, pour votre rubrique pédagogie, et nous parler de l'hyperactivité des enfants à l'école. Voilà, effectivement. Alors, on va commencer par les signes. Un enfant hyperactif, comment le reconnaître? D'abord, l'enfant bouge beaucoup en classe, il se tortille sur son siège, il n'arrive pas à se tenir debout, il agite ses mains, ses pieds, il éprouve le besoin de se lever en classe, de faire des petits pas, il court, il grimpe, même dans des situations inappropriées. Il ne parvient pas à se tenir tranquille, rien ne semble pouvoir le fatiguer, il est tout le temps turbulent en fait, quand rien ne le fatigue. Et il parle trop souvent et il peine à suivre le cours, il y a un manque de concentration et il ne suit pas les consignes du professeur, de l'enseignant ou de l'enseignante. Ce qu'on appelle en fait compte qu'il a un TDAH, qui veut dire un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Très souvent, les élèves qui ont ce comportement, on dit qu'ils sont mal élevés, mais ils ne le sont pas. Ils ne le font pas exprès. Du tout. En fait, c'est un handicap. C'est répertorié comme une maladie qui fait partie du TDAH, qui est un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Faut-il soigner ou faut-il laisser cet enfant tel quel? En fait, la réponse est très simple, il faut prendre en charge cet enfant. Par qui? D'abord, si l'enseignant ou l'enseignante remarque ce comportement inhabituel chez un enfant, elle devrait d'abord convoquer ses parents, parce que les parents, un enfant à la maison, il bouge, il est turbulent, il grimpe, il sort, il saute, il sautille, il parle très souvent. En général, les enfants, je veux dire, ne font pas la sieste. C'est pas très fréquent chez des petits enfants qui ont entre 5, 6 ans, 7 ans, qui sont en première année, deuxième année, qui font la sieste à la maison le week-end, on va dire. Alors, si les parents n'arrivent pas, ils ne décèlent pas en fait compte ces troubles de comportement, qu'est-ce qu'il faut faire? Si l'enseignant va se dire cet enfant, peut-être qu'il est mal élevé, parce qu'en général, ça se dit comme ça, mais non, s'il est malade, il faut alerter les parents, convoquer les parents et en parler. Par la suite, suivra la prise en charge médicale. En fait, il y a deux sortes de prise en charge. D'abord, il y a des solutions. Les solutions, en fait, si on va revenir à la tradition, il y a eu un test qui s'appelle le test Conner. Le test Conner a été réalisé par des médecins. C'est un questionnaire qui compte des grilles de 48 items, réalisé par les Américains en 1977. C'est une référence chez les psychologues. En fait, c'est un test qui comporte plusieurs items, plusieurs questions, qui sont destinées à 3 personnes. En fait, au médecin traitant, qui va voir le comportement de l'enfant, il va essayer de répondre. Par la suite, il y a les parents qui vont répondre à ces questions-là, bien sûr, toujours en rapport avec leur enfant. Et puis, troisièmement, il y a l'enseignant à l'école qui va répondre également à ces questions, c'est le test Conner. Et en fait, ils vont regrouper toutes les réponses concernant l'enfant, son comportement et trouver par la suite une solution. Ça, c'est en fait le test Conner, c'est un test, on va dire, un traitement conventionnel qui est très répandu à travers le monde, ce qui reste une référence. En Algérie, ça existe, c'est prescrit? Ça existe. En fait, ce test-là existe en Algérie, il a été créé, je rappelle, en 1977 aux États-Unis, il a donné ses fruits, il a fait ses preuves, et puis pratiquement, il y a toujours de nouveaux tests également, mais ce test, en fait, de manière générale, reste une référence parce qu'il répond à toutes les questions, et puis il y a 3 versions, une pour les parents, une pour le médecin et une pour l'enseignant. Ça, c'est très intéressant. Autre chose, il y a un traitement médicamenteux, c'est-à-dire il y a un médicament qu'on donne à l'enfant et les résultats sont visibles. C'est très direct. Le traitement médical, c'est une pilule, en fait. Ce n'est pas un calmant, c'est un psychostimulant. L'enfant prendra pendant, on va dire, 3 mois à 6 mois cette gélule, en fait, cette pilule, et son comportement va changer petit à petit et le résultat est visible. L'idéal, c'est d'aller également, d'une manière générale, on préconise qu'il y ait un traitement, un suivi, la psychothérapie, un traitement de suivi psychologique de l'enfant qui peut se faire chez un psychanalyste, en fait, un psychologue qui va suivre cet enfant. De quelle manière? Il y a des jeux cognitifs, c'est des jeux de société, où l'enfant d'abord doit jouer lui-même et il y aura un suivi du psychologue, il va suivre les étapes de son adaptation à ce jeu.
il va contrôler de plus en plus son comportement, ses gestes. Par exemple, il y a un exercice qui est très simple. Il va demander, le psychologue, à l'enfant de préparer lui-même de son cartable. Il va essayer de se concentrer. Parce qu'il y a le plus grand problème chez un enfant hyperactif, c'est le manque de concentration. Le déficit de concentration. De concentration. À l'école, c'est pas recommandé, quoi. Voilà. Mais simplement, ce sont des signes, en fait, quand c'est des jeux qui sont très simples, ludiques, il va apprendre à se contrôler. Ça se fait, en fait, quand il y a ça. Et puis, il y a la thérapie psychanalyste qui est inscrite et qui est suivie. C'est selon les écrits de Freud, en fait, et il s'agit de tenter de changer en profondeur le problème. Parce qu'en général, un enfant hyperactif, le problème qu'il a, en général, on dit qu'il survient de sa famille, c'est qu'il y a un problème au sein de la famille. Revenir au problème, à la source, en fait, essayer de revoir les rapports familiaux entre papa et maman, entre papa et l'enfant, entre maman et l'enfant, et puis les sœurs. Entre frères et sœurs aussi. Voilà. Surtout qu'un des enfants qui se détache des autres, là, il a l'impression de ne pas être normal, de ne pas être comme ses Si frères tous et les sœurs. enfants sont hyperactifs, c'est-à-dire qu'il y a un problème au sein de la famille. Oui. C'est-à-dire, je pense qu'il faudrait soigner toute la famille. Mais si il y a un seul enfant qui est hyperactif, ce trouble-là pourrait s'arranger avec une Oui, avec thérapie. un suivi, en tout cas, un psychopédagogue, c'est comme ça qu'on les appelle Psychopédagogue. 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 En tout cas, je voulais juste revenir sur un point. Là, dans d'autres pays, dans certains pays nordiques, pour ne pas les citer, eh bien, on enlève toutes sortes de traitements. C'est plutôt par les activités, c'est-à-dire en laissant se défouler l'enfant, en lui prescrivant des activités à faire, plusieurs sports par semaine, et pour pouvoir canaliser toute cette énergie. En fait, quand il y a un problème d'énergie, mais en général, s'il y a un problème d'énergie et de manque d'attention, de concentration, il faudrait trouver d'autres moyens. Pour cela, en fait, il y a des solutions en classe. Le professeur, s'il est informé que l'enfant est hyperactif, il devrait revoir quelque part sa conduite, en fait, son traitement, son comportement envers cet enfant. Ne pas dire qu'il est mal élevé, mais simplement adapter. Pas le sanctionner non plus. Parce du tout, adapter, mais simplement adapter, parce que l'enseignant est là bien sûr, pour éduquer les enfants, pour les informer, de leur faire apprendre des choses, mais aussi pour les éduquer, pour les canaliser leur énergie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, d'abord, il ne faut pas le sanctionner, comme vous l'avez bien dit. Lui permettre de bouger en classe. Sachez qu'il y a dans certaines écoles à l'étranger des chaises avec des pédales, une roue en fait, comme si un petit vélo. Ça permet à l'enfant de pédaler alors qu'il suit. Il restera immobile, certes. En fait, il pourra pédaler en classe et rester sur sa chaise en pédalant, ce qui fait qu'il va ressortir en fait toute cette énergie et qu'il partira ailleurs au lieu de bouger en classe. Permettre à l'enfant, par exemple, de monter au tableau, d'effacer le tableau. Permettre à l'enfant de distribuer les exercices à ses camarades. Par exemple, porter un papier au bureau de la maîtresse ou du maître d'école. Accompagner un élève à l'infirmerie. Par exemple, l'enfant hyperactif doit en fait ne pas se sentir dans sa bulle parce qu'il gêne les autres. Oui. Mais pour lui-même, il souffre également. Oui. Cette hyperactivité le fait souffrir parce que ça reste en fait un poids. Il ne fait que bouger. Il va se fatiguer, mais il n'arrêtera pas de bouger. C'est ça le hic. Mais après, il n'y a pas que les parents qui sont responsables. Il y a aussi le rôle des associations parents-élèves, il y a le rôle de l'école tout court, les municipalités qui doivent justement réunir toutes les conditions favorables pour que l'enfant puisse s'épanouir à travers des activités extrascolaires ou autres. Il y a la musique, il y a l'art, il y a le sport. Pas la musique et pas l'art, mais simplement en fait des activités où il pourra jouer, se défouler, courir. Galoper. Galoper, grimper. Par exemple, il y a par exemple ne jamais le priver en classe de la récréation. C'est-à-dire pour sanctionner un élève qui n'a pas fait son devoir, on va lui dire oui, toi tu vas rester en classe, tu ne sortiras pas. Ah là c'est pire. Ça c'est pire. C'est-à-dire le laisser courir durant la récréation, se défouler. Et puis ne pas le priver d'activités physiques ou sportives, on vient de le dire, pour les mêmes raisons, et convenir d'un endroit. Par exemple, s'il veut dormir, s'isoler, s'il a réellement besoin, il veut se dépenser un peu plus sans gêner la classe. Ça, ce sont des solutions. Mais l'idéal, je reviens toujours à l'idéal, c'est de lui permettre d'être suivi chez un psychopédagogue, par exemple, et puis d'exercer une activité physique où il pourra se dépenser à l'aise, courir, jouer au football, et puis ne pas l'isoler. Il sera toujours avec ses amis et ne pas lui dire qu'il est mal élevé parce qu'il ne l'est pas.
Oui. Merci Fela Abraz. Est-ce que vous avez un exemple? Vous connaissez une personne dans votre entourage qui est hyperactive et qui a le syndrome? J'en ai pas connu. Ben, vous en avez une en face de vous. C'est Yazid qui il insiste tellement à ce que je le dise à l'antenne. Oui, c'est vrai, voilà. On en a parlé ce matin. C'était il fut un temps, j'étais petite, beaucoup plus jeune, et je remercie mes parents d'ailleurs de m'avoir beaucoup supportée. Donc, qui m'ont fait faire beaucoup d'activités sportives, j'en faisais 3 à 4 par semaine, pour pouvoir justement canaliser toute cette énergie. Et puis à l'école, oui, comme vous le disiez si bien, j'avais de gros problèmes de concentration. J'espère que ça ne se voit plus maintenant. Non, non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Heureusement, mais c'est bien de le dire, Nour. Oui. C'est en général, il faut prendre en charge l'enfant dès son jeune âge. Oui. Parce que, en fait, quand les personnes hyperactives, elles sont ou jeunes ou adultes. Adultes, ça cause un vrai problème. On dirait que cette personne, quand on est petit, on dirait que l'enfant est mal élevé. Mais si c'est une personne adulte, on dirait qu'elle est folle. Je ne me vois pas en train de me lever de mon siège et d'aller faire un sprint et revenir. Non, ne le faites pas. Maintenant, on est en direct, on n'a pas encore terminé, alors on reste en place. C'est ça. Alors, déjà, comme je vous le disais, il faut tout un suivi de la part de l'école aussi, qui a vraiment... Pour moi, l'école est très responsable parce que l'enfant est toute la journée à l'école. Il décèle ce syndrome-là, si on peut dire ça, très tôt chez l'enfant. Oui, c'est le rôle du professeur. Le professeur en classe, il n'a pas juste le rôle de faire apprendre aux enfants. Il n'est pas juste, il n'est pas là pour faire apprendre aux enfants les cours ou autre chose ou pour expliquer. Il est là également pour éduquer. Mais il y a la part des parents et il y a la part également de la société. Oui. De la société, c'est-à-dire par rapport aux associations qui existent, elles sont existantes en Algérie. C'est-à-dire si les parents ont un problème d'orientation, ils pourraient toujours se référer vers une association qui pourrait les orienter, les guider en fait compte, quoi faire et comment faire, comment bien prendre en charge l'enfant qui sera un adulte le lendemain et qui est là pour construire son pays, son développement d'abord à lui, son développement, le développement personnel et puis socio-économique du pays. Du pays, c'est bien, vous généralisez, c'est bien. Oui, c'est très important parce que c'est un tissu social. Oui, et du coup, ça m'amène à vous demander, la formation a aussi son mot à dire. On pourrait former les professeurs à justement à suivre ce genre d'enfants. C'est une très bonne question. La dernière fois, on avait parlé d'autisme et il fallait qu'il y ait une formation des professeurs qui n'est pas encore existante en Algérie, malheureusement. Ce qui fait qu'il y a eu problème entre élèves autistes et enseignants. Maintenant, pour former les élèves, les enseignants par rapport à un enfant hyperactif, je ne pense ça viendra un séjour, Inch'Allah, j'espère bien. Mais simplement, il faut qu'il y ait un bon contact. D'où la nécessité qu'il y ait une association parents-élèves dans des écoles. Comme ça, il y aurait un bon contact entre les enseignants et les parents d'élèves. Ils pourraient discuter et là les parents qui n'ont pas décelé tous ces signes chez leur enfant, ils pensaient juste que leur enfant est turbulent, c'était mon cas. Il a beaucoup d'énergie, mais ce sont les enseignants qui diront, l'enseignante qui dira aux parents d'élèves que votre enfant il a un trouble de comportement, de concentration, il n'est pas insolent, mais simplement il n'arrive pas à suivre. Il a la tête ailleurs, il bouge en classe, il y a des enfants qui chantonnent, il y a d'autres qui dorment. Et c'est très rare ceux qui dorment en classe. Généralement c'est le contraire. C'est le contraire, ils sont turbulents. Merci Fela Abraz pour toutes ces précisions. On vous retrouve mardi prochain pour un nouveau sujet en relation avec la pédagogie de l'enfant. Très bien, merci beaucoup. Heureusement que vous êtes là. C'est important. Merci, je vous laisse avec ce reportage de Riles. On revient juste après. Allègement des mesures de confinement. Depuis mardi dernier, c'est un réel soulagement pour de nombreux commerces qui sont restés inactifs depuis les premiers mois de cette crise sanitaire. Ici, dans cet espace de loisirs et d'attractions, à peine la décision annoncée, tout le personnel a mis les bouchées doubles afin de préparer les lieux et accueillir les premiers clients. Nous, on s'est déjà préparé parce qu'on n'a pas arrêté le travail, on n'a pas arrêté la maintenance pendant le confinement, que ce soit le premier ou le deuxième. Donc tous nos employés, ils étaient opérationnels, ils étaient tous en train de travailler. On s'est occupé de la maintenance de toutes nos machines. On aimerait bien que les gens qui viendront en sablette respecteront la distanciation sociale et ainsi que le port du masque. Bonjour. Cette salle de sport, elle aussi, s'apprête à accueillir à nouveau ses adhérents.
Une activité qui est restée à l'arrêt un peu plus de 9 mois. Pendant le confinement, ils ont dû s'adapter et dispenser des cours en plein air dans le but de maintenir leurs adhérents actifs et s'assurer une entrée d'argent pour faire face à cette situation particulière. C'était une période de souffrance comme toutes les autres salles et comme toutes les autres activités. Mais nous particulièrement, parce que d'autres activités ont réouvert avec des conditions plus strictes, plus ou moins... ils ont eu jusqu'à 15h, jusqu'à 17h, mais là c'était une fermeture définitive, c'est-à-dire pendant presque une année. On a souffert, écoutez, on a des charges. L'ouverture officielle de la salle s'est faite au mois d'octobre 2020. On a travaillé 5 mois et on a fermé presque 10 mois. On est à pratiquement 25 millions de dinars de pertes pour l'année 2020. Alors vous imaginez un peu, pour rattraper cette perte, il nous faudra au moins 3 ans ou plus. Pour rappel, les horaires de confinement partiel ont été réadaptés dans 19 wilayas. Une prolongation de l'activité des commerces est jusqu'à 21h. Néanmoins, le respect des mesures sanitaires reste plus que nécessaire pour maintenir à la baisse la courbe des contaminations. Un sujet signé Riles Ould Hamouda, donc vous l'avez écouté, regardez aussi réaménagement des horaires de confinement qui ont fait le grand bonheur de beaucoup d'entre vous, qui a aussi débouché sur l'ouverture des parcs et des lieux de loisirs. Respecter les gestes barrières, c'est important. Notre dernière invitée, malheureusement, l'émission file, le temps file, Zineb Mechiesh, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous d'être disponible avant tout. Alors, vous êtes membre du collectif Ecologia Dielna. Effectivement. Et fondatrice lamainverte.org, donc un site exactement qui lutte pour la préservation de notre environnement, etc. Et vous êtes une véritable militante pour l'écologie. Qu'est-ce qui vous a poussé vers cette voie? En fait, depuis toute petite, j'avais cet amour pour la nature. Ensuite, c'était un peu mon cursus universitaire. Je suis ingénieure d'études environnementales. Double master en environnement, ce n'est pas rien. J'ai un premier master en environnement de l'université de Bab Zouar, actuellement étudiante en master et médias avec l'université de Paris-Saclay. D'accord, très bien. Alors vous êtes non seulement une passionnée d'écologie, mais également détentrice de deux masters en environnement. Alors vous ne faites pas les choses à moitié. Vous vous êtes dit, bon, j'aime ça, je vais même y faire mes études. Exactement. Et par la suite, c'était un acheminement très naturel. Je me suis intéressée aux activités associatives. Oui. J'avais un parcours de plusieurs années en tant que formatrice, militante de la société civile. Et donc, Ecologia Dielna, c'était en quelque sorte la finalité de ce parcours. On attend aussi d'autres choses qui vont naître, pourquoi pas. Alors, Ecologia Dielna, ce n'est pas une association, mais un collectif. C'est un collectif composé de 6 personnes, oui, tous spécialistes et passionnés de l'environnement. Donc, ces 6 personnes ont plusieurs années d'expérience, toujours au sein de la société civile. Et à un certain moment, nous nous sommes dit que oui, c'est bien tout ce que nous faisons, mais là, on doit vraiment créer de contenu parce que déjà, nous étions très actifs sur les réseaux sociaux. Oui. Nous voulons valoriser ce grand potentiel de réseaux sociaux. Facebook, aujourd'hui, c'est quand même 22 millions d'Algériens sur Facebook, un peu plus de 4,5 millions sur Instagram. Et nous voulions valoriser ce potentiel pour créer de contenu en Derja, un contenu qui parle à tous les Algériens, oui, pour valoriser toutes les connaissances ancestrales algériennes. Et c'était pour ça qu'on a choisi ce nom-là, Ecologia. Nous voulions nous réapproprier l'écologie, ouais, algérienne. Donc, aussi pour préserver aussi notre environnement. Exactement. Alors, sur le terrain, quelles sont vos actions concrètement, les actions que vous menez sur le terrain? En fait, sur le terrain, ce que nous faisons actuellement, c'est d'assister les associations. Nous organisons plusieurs formations pour les associations qui s'intéressent à l'environnement ou qui activent pour la protection de l'environnement. Nous organisons également des ateliers en ligne. Nous l'avons fait durant le confinement. Nous étions obligés de nous adapter.
Donc, nous avons organisé des ateliers en ligne. Dernièrement, nous avons organisé un concours pour les enfants. En fait, c'est l'activité dont je suis la plus fière et qui me rend vraiment... Je suis très heureuse et émue quand je parle de cette initiative parce que ça nous a permis de découvrir le potentiel des enfants algériens. Donc, nous avons organisé 2 concours. Le premier concours, c'était pour la catégorie de 5 à 10 ans. Le deuxième concours, c'était pour la catégorie 10 à 15 ans. Et je peux vous inviter à les consulter sur notre page. Avec plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un constat? Est-ce que les Algériens que vous rencontrez sont sensibles, sont réceptifs à la cause que vous défendez? Est-ce qu'ils sont conscients de l'importance de l'écologie, de la préservation de la nature? Oui. Ils sont de plus en plus nombreux? De plus en plus nombreux. Cette communauté ne cesse de grandir. À chaque fois, je découvre personnellement de nouveaux et de nouvelles écologistes sur Facebook. Plusieurs viennent me contacter. Les gens, même si on dit que, par exemple, l'Algérien n'est pas sensible à l'environnement, mais en fait, il y a plusieurs communautés qui s'intéressent à l'environnement. Nous avons les naturalistes, nous avons les associations, nous avons les artistes recycleurs. Oui. Même cet art-là commence à prendre de l'ampleur. Donc oui, les Algériens sont sensibles à l'environnement. Il suffit tout simplement de réadapter notre langage et notre façon de communiquer pour pouvoir en quelque sorte éveiller cette conscience, même si elle dort en eux, mais... Et c'est exactement ce que nous essayons de faire à travers les activités d'écologie Diana. Merci beaucoup Zineb. Alors restez avec nous, on va faire défiler quelques images qu'on a dénichées de la page Facebook de votre collectif Écologie Diana, qu'on aimerait bien vous demander de commenter, des images des personnes qui ne respectent pas forcément leur environnement. On a une première image qui va passer à l'instant, les bavettes jetées, carton rouge, voilà, carton rouge. Les bavettes jetées à tort et à travers n'importe où, sans se soucier des répercussions, des conséquences que ça peut avoir sur le terrain, que ce soit au niveau des conséquences sur la faune ou sur la flore. Regardez. Est-ce que vous pouvez juste nous les commenter? Oui, en fait, les bavettes, c'est le déchet qui vient rejoindre déjà la panoplie des déchets qu'on peut trouver dans l'environnement. Les bavettes sont composées de matières qui ne sont pas biodégradables. Donc, ça va prendre des centaines d'années, voire plus, pour se dégrader. Certaines personnes ne sont pas conscientes de l'impact de ces déchets-là. Quand on jette une bavette, ça peut paraître comme un geste anodin, mais en fait, les déchets plastiques ont un impact très important sur la biodiversité. Cette image-là, c'était suite à une activité qui a été faite par une association à Tarf. Oui. C'était pour éveiller la conscience envers la dégradation des zones humides, parce que les zones humides en Algérie, elles se menacent par divers risques qui pèsent sur le bon fonctionnement de leur l'homme avec un grand écosystème. H, oui. Exactement. D'accord. Alors, en tout cas, les pouvoirs publics, notamment le président de la République, à travers la stratégie du président de la République, Majid Tebboune, il semble avoir placé justement la cause environnementale, le développement durable, comme une des priorités, comme quoi le développement durable et la préservation des ressources naturelles deviennent aujourd'hui un enjeu d'État. Exactement, c'est un enjeu diplomatique. L'Algérie est signataire de plusieurs conventions internationales, notamment la convention de Paris pour le climat. Donc nous nous sommes engagés déjà à réduire nos émissions en Algérie avec nos propres moyens de 7% à l'horizon 2030. Donc il y a beaucoup à faire dans ce sens, parce que déjà nous sentons et nous vivons actuellement, il y a quelques années, nous entendons parler des changements climatiques, mais là nous le vivons quotidiennement. Il y a une semaine déjà, les températures étaient vraiment alarmantes. Oui. C'était quasiment un été en plein hiver. Oui. Certains parlaient de ch'tif. Donc, oui, c'est vrai. Rien que vendredi dernier, c'était une journée très chaude. Effectivement, les feux de forêt, la sécheresse qui frappe. Le manque de pluviométrie, la pluie, les barrages sont à sec. Le changement des régimes climatiques, etc. Nous le vivons actuellement. Parfois, ça nous paraît un peu amusant parce que c'est un événement
événements un peu rares. Il y a le soleil, il y a la chaleur, il y a de grandes températures en plein hiver. Mais après, quand nous commençons à voir les répercussions de ces changements sur nous-mêmes, sur notre quotidien, il y a quelques jours, il y a eu l'effondrement d'un grand glacier de l'Himalaya en Inde. Ça a fait des centaines de morts. Donc nous commençons un peu à nous rendre compte de l'impact de ces changements climatiques, que vraiment ça va changer tout notre mode de vie, pas uniquement l'environnement, mais ça va nous toucher directement nos activités professionnelles, l'industrie, le transport, les écosystèmes. Tous les domaines sont concernés. Tous les domaines sont concernés par les changements climatiques, effectivement. Alors, Zeynep Machiache, vous n'êtes au-delà de votre combat pour cette noble cause qui est notre environnement. Vous êtes, je crois savoir que vous êtes ingénieur dans le secteur de l'énergie. Est-ce que dans votre domaine, à savoir l'énergie, vous sentez cet intérêt pour le renouvelable, les énergies renouvelables ou la transition énergétique tout court? Oui, en fait, ça a été exprimé plusieurs fois par nos décideurs. Oui. Leur volonté a été exprimée clairement que nous devons en ce moment aller vers le renouvelable. Nous devons aller vers cette transition énergétique. Tout est mis en place pour, Inch'Allah, espérons réussir cette transition. Ça devient de plus en plus évident. Ça dépend de plusieurs enjeux, dans les enjeux géopolitiques. Cette transition se fait partout dans le monde et nous devons nous-mêmes faire cette transition. Elle est indispensable, cette transition énergétique. Même si on en reste, l'Algérie est un pays très riche en pétrole et en gaz, on doit se diriger vers cette transition énergétique. Exactement. L'Algérie, c'est un pays très riche en pétrole et en gaz, heureusement. Mais en fait, cette énergie est une ressource non renouvelable qui va être consommée et qui va se tarir d'un moment à l'autre. Donc, en quelque sorte, nous devons aller vers cette transition non seulement pour préserver ces ressources pour les générations à venir, mais également pour arrêter de brûler ce carburant et de mettre plus de CO2 dans l'air. Nous nous sommes engagés à réduire nos émissions de 7%. Donc, c'est un engagement qui a été signé et ratifié par l'Algérie. Donc, oui, c'est une obligation pour l'Algérie, non seulement pour préserver l'environnement, pour préserver les ressources, mais en même temps pour être en quelque sorte, pour participer à cette transition, ne pas être uniquement un suiveur, mais un acteur. Un acteur. Exactement, de transition en Afrique. Tout à fait. Alors vous parlez de ressources, justement. Aujourd'hui, l'humanité entière fait face à une raréfaction des ressources, à une augmentation de la population mondiale aussi. Il y a plusieurs facteurs, justement. Et selon les experts, les spécialistes, on aura affaire à de plus en plus de pandémies à l'avenir, on ne l'espère pas en tout cas, ça serait dramatique. C'est une des conséquences du changement climatique et le message des experts est sans appel. L'humanité ne pourra plus continuer avec le même rythme de consommation, le consumérisme, le gaspillage aussi. Quel est le message que vous lancez justement aux Algériens à partir de cette tribune que vous êtes, de ce collectif ? Je pense déjà que nous devons parler de cette dégradation de l'environnement qui fait surgir des pandémies. Quand nous supprimons des forêts, quand nous construisons des routes, en fait on est en train de construire des ponts. Ces ponts qui vont acheminer ces virus, ces zoonoses envers l'humanité. Donc oui, c'est pas la première fois que l'humanité découvre des maladies qui nous viennent des milieux naturels, qui sont censés être des pièges pour ces virus-là. Donc en supprimant les forêts, en supprimant les obstacles, nous facilitons l'acheminement de ces virus vers nous-mêmes. Donc, je ne serais pas surprise de voir d'autres épidémies, je l'espère pas. Mais la majorité des experts, déjà, ils alertent l'humanité que nous devons respecter déjà nos écosystèmes. Ces écosystèmes, quand ils sont de bonne santé, quand ils fonctionnent correctement, ils nous rendent des services, plusieurs services écosystémiques dans le piégeage des maladies. Donc, en altérant ces écosystèmes, en agressant la nature. On met l'homme avec un grand H face à la maladie. Exactement. Sans aucun rempart.
Effectivement, donc en quelque sorte, tout ça va mettre l'humanité en péril. La nature, c'est toujours en sortie toute seule. Donc ce que nous faisons maintenant, nous faisons de mal à nous-mêmes avant de le faire pour la nature. La nature est passée par plusieurs vagues d'extinction, elle a toujours survécu, elle a toujours su s'en remettre de chaque événement extrême. Donc nous devons vraiment protéger l'environnement, tout d'abord pour protéger notre santé à nous-mêmes, nous devons protéger l'eau, nous devons protéger l'atmosphère, nous devons protéger le sol, nous devons protéger pour préserver notre alimentation, pour préserver notre santé et surtout pour préserver cet environnement pour les générations à venir. Parce que c'est notre ultime et unique but. Alors Zineb, restez avec nous. On va voir quelques images. Vous parlez des écosystèmes qui sont si fragiles, si convoités par les hommes. C'est le cas de le dire. On va regarder des images. Alors le design qui est totalement copié d'un petit scarabée. Donc on va voir un mannequin qui va défiler avec une robe qui est exactement l'identique de la robe d'un scarabée, si on peut appeler ça comme ça. Alors ça c'est le mannequin. Oui. Retenez bien l'image. Et ça c'est le scarabée. C'est pareil. Oui. On les copie. Exactement. On s'inspire, en fait, ça fait partie des services écosystémiques que la nature nous donne gratuitement. C'est un service qui nous est donné gratuitement. Donc, parmi ces services-là, c'est l'inspiration. Donc, tous les artistes, les peintres, les poètes, etc. Même dans la poésie, quand nous commençons à lire des poèmes, généralement, quand on décrit la beauté de quelque chose, on s'inspire généralement de la nature. Oui. Donc, la nature, non seulement, elle nous fournit des services écosystémiques, de quoi vivre, de quoi se nourrir, de quoi se soigner, etc. Mais en même temps, c'est une source d'inspiration pour les humains. Donc oui, un humain n'a jamais inventé quelque chose en dehors de ce qu'il observe dans son entourage. Tout à fait. Alors, je reviens à votre collectif. Diana, vous avez parlé d'un concours. Oui. Alors, c'est de quand à quand? Il y a une deadline? En fait, les concours, c'était le premier concours. On a terminé avec la première édition de ce concours. Il y en aura d'autres, Inch'Allah, dans le futur. En fait, c'était un concours pour encourager les enfants non seulement à être créatifs, mais en même temps à s'intéresser et à faire des recherches en ce qui concerne la protection de l'environnement. Nous avons eu des dessins, mais aussi nous avons eu des histoires, de très très belles histoires, de très haute qualité en matière de dessin, en matière d'écriture. En fait, au début, nous voulions avoir 10 gagnants dans les deux catégories, mais à la fin, nous avons fini avec plus de 40 gagnants dans les deux catégories parce qu'à un certain moment, nous n'arrivons plus à choisir quelle est l'œuvre. Donc, finalement, nous avons opté de... Vous avez élargi vos critères. Exactement. Et ça se fait sur le site, vous avez le site? Le site, il est encore donc toutes les mainverte.org. Non, en fait, mainverte.org, c'est un autre projet. D'accord. Vous en avez tellement. Donc, Mainverte, c'est un autre projet. C'est un site qui est francophone, mais Écologie Diana, en fait, nous essayons de parler aux citoyens dans sa langue de tous les jours. Donc, voilà, donc nous parlons en Darja. Écologie Diana, c'est le deuxième projet. Actuellement, toutes les informations concernant nos activités sont partagées sur Écologie Diana. Alors, Yazid, qui est un amoureux de la nature, insiste. Et l'image de son plancton n'est pas passée. Le plancton, voilà. Ah oui. Alors, est-ce que vous pourrez nous la commenter, cette image? Oui. En fait, le plancton, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire marine. C'est l'un des premiers producteurs de l'oxygène. Généralement, on pense que les forêts sont les premiers producteurs d'oxygène, mais en fait, c'est le plancton qui produit le plus d'oxygène dans le monde. Ils sont très, très diversifiés. On trouve des planctons très petits à grands, comme les méduses. De toutes les couleurs. De toutes les couleurs, de toutes les formes. C'est vraiment passionnant de... je comprends son... Oui. Il insiste, le plancton. Et ben voilà, on a passé ton image, Yazid. Alors, qu'est-ce qui est fait en termes de préservation? Est-ce qu'il y a des actions citoyennes qui sont faites? Je sais que vous assistez, vous coachez un peu les associations qui luttent pour la préservation de l'environnement, mais à Écologie Diana, est-ce que vous avez des actions de vous-même? Oui.
Oui, en fait, nous, ce que nous faisons, par exemple, l'une de nos activités, c'est d'assister les associations dans leur campagne de plantation. À un certain moment, nous sommes rendus compte que plusieurs associations plantent des arbres, mais soit ils ne le font pas correctement, soit ils ne font pas le suivi pour suivre l'évolution de ces plantations. Une bonne partie de ces arbres qui sont plantés ne survivent pas à la suite de cette action. Donc nous, déjà, on essaye d'assister les associations. Nous l'avons fait avec les forestiers qui nous ont assistés eux-mêmes. Je les remercie d'ailleurs parce que nous apprécions réellement leur engagement en dehors déjà de leur travail. Donc oui, nous assistons les associations pour quand ils veulent mettre en place un projet. Certaines associations, c'est vrai qu'ils activent dans le domaine de l'environnement, mais sans être spécialistes en environnement. C'est un créneau qui s'est ouvert. Beaucoup de personnes se sont intéressées à l'environnement sans avoir on va dire les connaissances scientifiques en matière de protection de l'environnement. Donc Ecologia Diana a toujours été disponible pour les associations qui veulent nous solliciter pour les aider à mettre en place des projets de protection de l'environnement, les assister sur terrain pour identifier les impacts, pour identifier par exemple les écosystèmes qui fonctionnent correctement et les écosystèmes qui sont altérés. Donc voilà, c'est un travail d'éducation, hein. Surtout que vous diffusez aussi des programmes détaillés pour les écoliers et les lycéens. Donc vous diffusez les programmes de la 5e chaîne, Maarifa, pour les cours intensifs via la télévision algérienne. Oui. Nous essayons en fait, notre philosophie à nous, Ecologia Diana, c'est le partage. C'est de partager nos connaissances, de partager les activités des autres. Nous avions une rubrique que nous avons mis en pause. C'était la rubrique de samedi où nous essayons de promouvoir les activités associatives. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Zineb Meshiesh, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes membre de ce collectif Ecologia Diana. Merci beaucoup. En tout cas, sachez qu'à Canal Algérie, nous sommes pleinement engagés pour la préservation, les causes environnementales, la préservation de notre environnement, notamment à travers nos différents programmes, émissions et chroniques. Nous arrivons au terme de cette émission, une émission sponsorisée par Coral Peinture. Merci de nous avoir été fidèles, merci pour le suivi, merci à toute l'équipe sans qui rien ne pourrait se faire, qui participe à la réussite de cette émission. Demain, c'est Emel Almi qui sera aux commandes de votre Bonjour d'Algérie. Quant à moi, je vous retrouve lundi prochain, j'espère. Très belle journée à vous.